petit détour par le Rwanda. C'est désormais officiel. La fédération de football a décidé d'interdire la sorcellerie. Une affaire prise très au sérieux. Mais les pratiques restent vraiment vivantes et efficaces dans l'obscurité. Toi, tu peux faire gagner l'équipe. Oui, moi, je peux faire gagner l'équipe parce que je suis un sorcière. Vous comprenez, non? Donc, ne t'inquiète même pas, quoi. Ceux qui contiennent encore le pouvoir, la puissance, les fétiches, nous, on n'a pas ça ici. Mais ça existe. Ça existe. Ça existe. Donc selon vous, là, pendant la CAN 2024, il va y avoir recours à ces pratiques sans qu'on le voit vraiment. Oui, sans qu'on le voit. Je suis convaincu qu'il y en a déjà qui préparent ça. Et ça peut pas être absent. On a déjà consulté tous les fétiches. En Afrique de l'Ouest, l'usage de la sorcellerie avant un match de football ou une grande compétition est légion. De nombreux joueurs professionnels ont recours à ces pratiques occultes dans la plus grande discrétion. Ces croyances et traditions culturelles rythment le football africain jusqu'aux plus hautes instances du pouvoir. Entre marabouts, culte vaudou, gris-gris ou gbagbaji ou autres rituels, voici une enquête sur la sorcellerie dans le foot africain. Pour bien comprendre l'influence de ces pratiques occultes dans le foot, il faut s'intéresser à l'importance de la religion en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Et pour parler de tout ça, j'ai rendez-vous avec monsieur Guy Bléon. C'est un anthropologue spécialiste du religieux en Afrique de l'Ouest et en Afrique plus généralement. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Bonjour. Désolé pour le retard. Oui, bonjour. Bonjour, ça va. La religion, quelle place elle occupe dans la société ivoirienne? Aujourd'hui, la religion occupe une place importante. Ces dernières décennies, on voit un peu en Afrique et puis un peu partout, et surtout en Côte d'Ivoire, je dirais une prolifération du religieux dans la vie sociale et un peu partout. Ce renforcement qu'on a va avec le contexte des violences politiques, des violences économiques et sociales. Quand les gens vivent des situations dramatiques très difficiles, le seul recours, c'est Dieu. Et là, vous avez aujourd'hui en Afrique une intensification du religieux partout. C'est devenu un vrai marché, comme je vous l'ai dit. Donc, ils vont aller vers les marabouts. Là, on est au marché de Trècheville. C'est un lieu vraiment connu à Abidjan. On peut trouver plein de choses, donc on va aller découvrir ça ensemble. Let's go! Bon, c'est dimanche matin, on m'a dit que c'était un peu calme aujourd'hui. Mais il y a quand même pas mal de trucs à découvrir, donc ça va être cool. Ça signifie quoi ça? Ça, nous on appelle ça un tiba. Voilà. Si ça est chez toi, c'est comme ça te protège. Les clous, c'est pour protéger des mauvais Voilà, sorts. c'est comme ça, tous les mauvais sorts qui viennent. Tu vois le clou là, c'est des mauvais sorts. Tous les mauvais sorts qui viennent là, ça vient sur lui. Tu mets ça chez toi? Voilà, mets ça chez toi. Prends tout. Un match de football, c'est quelque chose d'abord qui est très sacré en fait, très sacré pour tout le monde en fait. On voit que la religion, elle n'est pas complètement indifférente donc, au phénomène du foot. Justement, ça m'intéresse, c'est la pratique de ce qu'on appelle la sorcellerie dans le football par exemple. C'est quelque chose qui existe ou pas? Les croyances et les pratiques dites occultes existent dans le milieu du football, mais pas que dans le milieu du foot. Dans cette vidéo, je vais pas mal utiliser l'expression pratique occulte, donc c'est important de la définir d'entrée de jeu. En gros, on entend par pratique occulte des pratiques secrètes en vue d'exercer une action, généralement néfaste, sur un être humain. Ces pratiques sont souvent perçues comme ayant pour but de causer du mal, de l'infortune ou de manipuler d'une manière préjudiciable. Ça existe un peu partout. Là où il y a la concurrence, ces pratiques-là existent pour pouvoir surmonter et avoir, je dirais, un supplément d'âme
par rapport à l'autre. Donc ça existe partout. Et pour en parler, j'ai appelé Sekou Seydi. C'est un journaliste sénégalais qui connaît très bien le sujet. Allô? Oui, bonjour Sekou, ça va? Bonjour, Samy, comment vas-tu? Les pratiques occultes, c'est souvent des pratiques qui sont avérées, qui existent au Sénégal ou en Afrique. C'est souvent un marabout qui donne des consignes, qui donne des gris-gris, qui donne quelque chose, un talisman à mettre dans les buts de l'adversaire ou quelque chose à jeter, de l'eau à verser, ou bien des prières à formuler avant de mettre un pied, disons, sur la pelouse. Pour schématiser, dans le foot, on peut dire que la sorcellerie, elle est utilisée pour 3 usages principaux. Le premier, ça va être pour booster sa carrière. Le deuxième, ça va être pour nuire à la concurrence. Et le troisième, ça va être pour se protéger des attaques des autres. On est dans un contexte concurrentiel sur un marché où chacun veut avoir recours au divin pour arriver à performer. Et je crois qu'il y a des gens qui ont une vision souvent essentialiste de Dieu en matière de foot où je l'invoque pour qu'il puisse me protéger contre des blessures, ou bien il puisse m'aider à avoir un bon contrat, il puisse m'aider à battre un ennemi, enfin mon adversaire, à marquer des buts. Je vous apprends rien en disant que le football est par essence un sport où l'incertitude occupe une place de choix. Et quand on voit tous les résultats et les scénarios improbables qui ont lieu à la dernière CAN, où presque aucun match n'était pronosticable à l'avance, on se dit que cette incertitude fera toujours partie d'une rencontre de foot et c'est d'ailleurs ça qui fait la magie de ce sport. Parce que quand la victoire en matière de foot est incertaine, c'est là aussi que le côté invisible fait son effet. Voilà, on est dans l'incertitude, dans le hasard. Donc, comment arriver à régler ce problème? Donc, c'est par le recours au divin. Comment t'expliques toutes ces croyances, justement, que ce soit les supporters, les joueurs, envers toutes ces pratiques? C'est culturel, et c'est très profond. C'est difficile à expliquer parce que des gens pensent que culturellement, qu'il faut vraiment en plus quelque chose de pas du tout naturel pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça, c'est culturel, c'est pas seulement dans le football, dans tous les secteurs de notre société, en fait. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre avec les pratiques occultes, c'est qu'on n'est pas en train de parler de pratiques isolées. Non, et elles sont prises très au sérieux, y compris par certains représentants politiques. Et comme j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais obligé de vous parler d'une anecdote. Il y a un exemple qui est assez connu, je ne sais pas si vous pouvez m'en parler, c'est monsieur René Dibi, qui était ministre des Sports ivoirien. Est-ce que vous connaissez l'anecdote, si vous pouvez me la raconter? Je sais, en 92, quand les Ivoiriens avaient remporté la CAN. La première de l'histoire? Oui, il y a eu énormément de choses autour qui se sont dit, surtout le village Akadio, qui était connu pour son fétichisme, entre guillemets. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais est-ce que c'est ça vraiment qui a donné aussi la victoire? Si on veut être rationnel, on peut se poser des questions. En gros, René Dibi, c'est le ministre des Sports ivoirien en 92. Et il s'avère qu'à cette époque, la Côte d'Ivoire n'a encore jamais gagné la CAN. Et vous imaginez bien que remporter la Coupe d'Afrique quand on occupe la tête du ministère des Sports, ça permet de booster sa cote. René Dibi va donc maximiser ses chances. Je viens du sud, son ethnie, on les appelle les Adjoukou. En tout cas, c'est une ethnie du sud. Et donc, il y a un village où c'est réputé d'avoir des grands sorciers. Il paraît que c'est dans son village, ils sont allés faire le deal de la Coupe d'Afrique. C'est les sorciers de là-bas qui ont aidé l'équipe à gagner la Coupe. Et peut-être que si les dieux sont avec nous, d'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai. Anthony Joël. Nous sommes champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a la beauté. La Côte d'Ivoire de remporter son premier trophée continental. C'est précisément là qu'il va y avoir un problème, parce que René Dibi ne serait pas allé récompenser les sorciers qui auraient permis de remporter ce trophée. Et donc les vieux disent, ok, vous nous avez promis des choses, vous n'avez pas récompensé le deal, donc vous n'avez plus gagné et tout et tout. Et effectivement, les gens appellent ça la malédiction de la cardio, parce que en vrai, les années où on devait gagner, la génération dorée avec Drogba, ils n'ont
jamais gagné. La Côte d'Ivoire, on aurait pu avoir 5 CAN, je sais pas. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette malédiction du village d'Akradio. En tout cas, Hervé Renard, lui, s'est positionné. En 2014, celui qu'on surnomme le sorcier blanc prend la tête d'une sélection ivoirienne privée de trophées depuis plus de 20 ans. Au fait de cette histoire, Hervé Renard, par diplomatie, superstition ou réelle croyance, décide d'aller saluer les sorciers du village d'Akradio pour enterrer cette malédiction. Mais en 2015, on gagne. Tu vois, donc pourquoi pas, hein? Tu vois, franchement, moi les trucs mystiques, je suis pas à fond, mais je néglige pas. Il doit être béni des dieux, je pense. Are you recording this or? Yeah, is that a problem for you? Okay. No, it's okay. My name is Uroš Kovač. I'm an anthropologist. Uroš Kovač est chercheur à l'université de Groningen. C'est un anthropologue qui a vécu un an au Cameroun. Il a publié de nombreux articles hyper intéressants sur la sorcellerie en Afrique de l'Ouest. Whereas from kind of Western point of view, this could be seen as either superstition or some kind of not very effective or important practice. In African contexts, these are very strong debates. These are very strong accusations. So accusations of using sorcellery is a very strong one. Les pratiques occultes avaient pris une place très très importante et regrettable dans le football sénégalais et dans la psychologie des joueurs et acteurs du sport sénégalais qu'ils ne pensaient pas qu'ils peuvent gagner naturellement, qu'ils peuvent perdre naturellement, que tout échec ou toute réussite est liée aux pratiques occultes. Et là, en vrai, on peut légitimement se demander où est le problème. Parce qu'à la limite, si ces pratiques occultes ne sont que des croyances et superstitions personnelles qui factuellement n'influent pas sur les matchs, bah y a pas de problème. Sauf que si en fait. Parce que ce que je savais pas avant de me pencher sur le sujet, c'est que ces pratiques empoisonnent le football africain, au point de rendre certaines rencontres presque injouables. Donc au Sénégal, à un certain niveau, ça avait commencé à atteindre même le temps de jeu. Parfois, tu voyais des joueurs qui se couchaient sans rien parce que quelque part ils ont reçu, disons, une consigne du marabout qui avait demandé à telle minute ou bien à telle heure il faut se coucher, il faut casser le rythme de l'équipe adverse. Mais au-delà de l'impact sur le temps de jeu et du spectacle médiocre que ça offre forcément, le vrai problème, il est surtout ailleurs. On a remarqué depuis quelque temps au Sénégal que les pratiques occultes sont aujourd'hui, elles font partie des sources de violence au Sénégal. Comment ça s'explique ? Bon, parce que aujourd'hui, une équipe adverse ou un joueur adverse qui va jeter quelque chose dans les buts adverses, c'est sûr que l'équipe adverse va se défendre. Elle va faire de son mieux pour que ce monsieur ou bien ce joueur n'arrive pas à le faire dans leur but. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des échauffourées. Le naturel n'existait plus dans notre football. Tout était lié aux choses surnaturelles, au marabout, aux pratiques occultes, au talisman, au cri-cri par-ci par-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce du maraboutage? Là, c'est une scène incroyable auquel on assiste aujourd'hui, en ce jour de finale de Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On est maintenant à Mondovision. Cette image avait fait le tour du monde. C'était une honte pour le Sénégal, c'était une honte pour le football sénégalais. Sékou Seydi a recensé près de 60 actes de violence au cours de la saison passée dans le championnat sénégalais, la plupart liés à des actes de sorcellerie. Une situation intenable qui a poussé la Ligue sénégalaise à sévir. Depuis le début de la nouvelle saison, toutes ces pratiques sont interdites dans le règlement. Les joueurs savent désormais qu'ils risquent de lourdes amendes, une suspension ou des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de stade. Et faut bien comprendre que combattre ces pratiques, c'est un enjeu essentiel pour le développement du football dans ces pays, où la grande majorité des championnats locaux manquent cruellement de visibilité et de moyens. Donc aujourd'hui, le développement du football sénégalais passe d'abord par qu'il y ait beaucoup plus de jeux, qu'il y ait moins de violence pour que les sponsors, les annonceurs puissent quand même avoir le courage de venir intégrer à ce football-là. Moi, j'applaudis des deux mains ce règlement de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Pour vous, il faut interdire les pratiques occultes pendant les matchs de football? Forcément, c'est obligatoire en fait. Les entourages mystiques n'ont rien à voir avec le football. Rien à voir avec le football. Donc on ne peut pas laisser des choses assez mystiques venir se mélanger au football. Le football c'est quand un moment de rassemblement pour la joie, pas pour... Si certains pays ont décidé d'agir, la position de l'instance dirigeante du foot africain est moins claire. Comment se positionne justement la CAF à ce sujet? J'ai lu le règlement, c'est pas spécifié officiellement.
Dans le règlement de la CAF, ce n'est pas souligné, ce n'est pas écrit noir sur blanc. Ce n'est pas dans le règlement de la FIFA non plus. Ces organisations considèrent peut-être que ça ne doit pas se faire. And generally, they're considered often illegitimate. That they shouldn't be done, they should be avoided. Si c'est pas interdit officiellement dans son règlement, la CAF semble quand même surveiller ce genre de pratique, puisqu'elle ouvre des enquêtes quand elle estime qu'une affaire est préoccupante. I would say it's relatable to doping. There are similarities to narratives about doping. Uros Kovač interroge la définition même du mot dopage, parce que selon lui, la sorcellerie, qu'elle soit réellement efficace ou non, pourrait être considérée comme une forme de dopage. Doping needs to be thought as a specific cultural practice, and that in other cultural contexts, like a non-Western context, doping might mean something completely different. Usually, when we talk about the debates about performance enhancing in sports, we're talking about doping in terms of chemical doping. But in Cameroonian football, what I found much more important were the discussions about spiritual performance enhancing. So the way of enhancing your performance through spiritual means. Ces coups soulignent de réels progrès ces dernières années, notamment lors des Coupes d'Afrique où aucun acte sur le terrain n'est visible. Une évolution à mettre en lien selon lui avec la hausse du niveau des sélections africaines. Il n'y en aura pas parce que c'est plus professionnel, c'est des sélections nationales qui sont gérées par des professionnels, il y a des préparateurs psychologiques, il y a tout un ensemble de mécanismes ou un arsenal qui est mis en place pour que ces équipes-là puissent arriver à un niveau professionnel qui ne pourrait pas ternir l'image de leur nation. Bon, au final, ça fonctionne ou pas? Parce que je vous mens pas, quand j'ai vu le parcours de Zinzin de la Côte d'Ivoire à la dernière CAN, j'ai commencé à me poser des questions. Mais à chaque fois que j'ai posé cette question, il y a un genre d'argument ultime et incontestable qu'on m'a servi sur un plateau. Je sais pas si ça marche vraiment, parce que jusque-là, aucune équipe africaine n'a remporté la Coupe du Monde. Donc, il faut qu'on s'entraîne. Voilà, il faut qu'on passe aux choses. Tu vois, il faut que vraiment on joue au foot. Parce que s'il s'agissait que de ça, bon, on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est le travail qui fait que les uns et les autres puissent être beaucoup plus performants et se développer et avoir des résultats. Vous, à titre personnel, vous sortez du rôle de professeur. Est-ce que vous croyez en ces pratiques? Le problème n'est pas de croire qu'un marabout peut donner la victoire à telle équipe, mais c'est de constater qu'il y a des croyances qui entourent cet événement. Et ces croyances peuvent être efficaces quand les gens remportent donc la victoire. Une coïncidence, je n'en sais rien, mais c'est la présence de ces pratiques et le fait que ceux qui les pratiquent, ils croient effectivement que ça va marcher. Et c'est ça qui est important. Je suis leur dieu, je suis leur sorcière. Au fait, on va gagner cette fois-ci-là. On va sortir dans le pool là, 9 points. Tu peux faire gagner l'équipe? Oui, moi je peux faire gagner l'équipe parce que je suis un sorcière. Donc on va gagner. C'est toi qui as fait marquer le but? Voilà, c'est moi qui a fait que l'autre a marqué le but. Donc je vais vous dire, assurez, il ne faut même pas peur. Cette fois-ci-là, on va frapper Cameroun, on va frapper Sénégal, on va frapper Gambie, on va sortir avec 9 points. Vous comprenez, non? Donc ne t'inquiète même pas quoi. Pour info, cette interview, on l'a faite à la mi-temps du match entre la Guinée et le Cameroun. À ce moment-là, il y avait 1-0 pour la Guinée. Au final, il y a eu match nul un partout. Vous y croyez ça, un marabout qui va dire ah, tu vas gagner le match, pas... Non, on ne croit pas à ça. Non, on ne croit pas à ça. Voilà, nous on croit à ce qu'on voit, à ce qui est réel. Ce qui va se passer, nous on voit. Si Allah a marqué, on sait qu'Allah a marqué. S'il a raté, c'est pas marabout. Ça c'est clair. Net. Ok, donc s'il rate, c'est pas parce qu'il y a un gris-gris dans le but. Non, ça peut pas passer. En réalité, les pratiques occultes, ce n'est que du mental. Maintenant, c'est à chacun, à son tour, d'essayer de travailler ça mentalement et de se dire que voilà, il peut réussir sa vie sans pourtant mettre un talisman ou verser de l'eau-basie ou bien mettre des clés par là. Et pour parler sérieusement un petit peu, votre pronostic pour la Coupe d'Afrique? Je n'en sais pas. Si on a le recours au divin, comme on vient de le faire, pourquoi pas, là, on ira voir tous les meilleurs leaders religieux pour que la Côte d'Ivoire gagne, évidemment. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. On implorera tous les dieux, j'ai dit tous les dieux, pour que la Côte d'Ivoire puisse gagner. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Merci les gars.
La course n'ira nulle part, mon frère, ça je te rassure. Fais-nous confiance pour ça. Elle reste ici. Ah, bien sûr, elle va rester ici en tout cas. On va fêter une semaine à Abidjan ici. Personne ne va dormir à Abidjan. On fête la France, fête, tout le monde fête. De 0 pour le pays. Bouclé, terminé. Non mais attendez, cette fête-là, on va la faire jusqu'à l'année prochaine. C'est notre fête, c'est notre canne, c'est notre football. On va se faire respecter chez nous. Voilà, il n'y a pas de gagnants. C'est les éléphants, on va piétiner tout le monde et vient rapporter encore. Laissez ça ici. L'éléphant, il est trop long. Il est long et puis il est bien bâti, vous ne le voyez pas. Il est fort. Partout, un éléphant passe, il met la loi. Même le lion peut rien faire. Le roi, c'est le lion, non? Non, ça c'est les dits, mais il y a la réalité. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Ça reste ici, ça bouge pas. On est très fiers, voilà ça, ici. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, toujours. On aime ça. Allez, Anita, dauba.